Les Israélites sont les descendants de Jacob, fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham. À ce dernier, Yahvé déclare en Genèse 12 « Va-t'en de ton pays, de ta terre natale, de la maison de ton père, et rends-toi au pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation. » De Jacob, l'ange de Yahvé changera le nom en celui d'Israël, qui signifie quelque chose comme « combattant Dieu », à l'issue d'une lutte mémorable avec l'ange. Les descendants de Jacob deviendront donc les Israélites. En Exode 19, on lit ceci. « Tu diras à la maison de Jacob, tu raconteras aux enfants d'Israël, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Munis de cette mission, ils quittent l'Égypte sous la conduite de Moïse et s'avancent vers le pays que Yahvé avait promis à la descendance d'Abraham. Lorsque les 12 fils de Jacob Israël avaient émigré en Égypte, ils formaient une ethnie parmi toutes celles qui vivaient sous l'empire de Pharaon. Le terme d'ethnie, ethnos, est commode pour dire qu'un ensemble de tribus patriarcales ayant un ancêtre commun ne constitue pas un peuple au sens politique que nous donnons à ce terme, à savoir un démos, qui dit acception politique, dit qu'il y a peuple si et seulement si subsiste en lui un principe de pouvoir et de souveraineté. Et il est bien clair qu'en Égypte, le pouvoir souverain est détenu par Pharaon. D'un bout à l'autre du pays, on ne trouve pas un peuple égyptien, mais des populations hétérogènes réunies sous l'autorité et le pouvoir de la grande maison, ce que veut dire le mot Pharaon. Et il n'y a donc pas davantage de peuple hébreu à ce moment-là. Or, voici que Moïse, un enfant d'Hébreu élevé à la cour de Pharaon, au nom de Yahvé, entraîne les Hébreux, organise leur sortie d'Égypte. Ce faisant, il n'exerce personnellement ni ne transmet aucun pouvoir souverain, ne fonde aucune dynastie, mais il les constitue en peuple souverain. Les enfants d'Israël, en quittant l'Égypte, ne sont plus une simple ethnie. La révolution inaugurée ici ne fait que commencer. Plus tard, les enfants d'Israël réclameront bien un roi. Mais pour l'instant, dans le désert du Sinaï, à partir d'un regroupement de tribus nomades, un peuple s'avance vers soi-même. Cependant, il lui manque quelque chose pour devenir, alors ici j'hésite provisoirement entre deux termes, pour devenir vraiment un peuple ou pour devenir une nation. S'il a été constitué, ce n'est que de manière incoative, car pour être vraiment constitué, il lui faut des institutions. Il lui faut être institué. Instituer, dit Pierre Legendre, c'est établir, construire de telle sorte que ça tienne debout, que ça tienne. Il faut, poursuit-il, considérer la société comme un texte. L'institution, en effet, est un montage, et très exactement un montage langagier. Le peuple hébreu, en tant que peuple, en tant que premier peuple souverain de l'histoire humaine, donc peuple désormais paradigmatique en ce sens, est institué à partir
d'une sollicitation et d'une nomination qui lui servent de fondation instituante, qui sont contenues dans un nom, Hachem, on dit en hébreu, un nom imprononçable, irreprésentable, le nom qui s'écrit Yahvé, le tétragramme Yahvé. Ce nom désigne un verbe, et un verbe qui se redouble à la première personne. Ça veut dire je suis qui je suis. Un verbe est à la fois ce qui appelle et ce qui fait tenir le texte. Le verbe qui dit Dieu est le nom qui fait tenir le peuple. Le montage issu de cette matrice est à plusieurs étages, qui sont évoqués par Hobbes dans le Dekiwe. Premièrement, l'obligation du Shabbat comme temps pour répondre à l'appel du nom. Je souligne cette importance primordiale du temps à défaut de lieu. Deuxièmement, la circoncision comme consécration identitaire. Les autres sont des incirconcis. Troisièmement, le décalogue comme monument instituant. Le décalogue est un texte monument, le verbe de Yahvé, sa parole. Enfin, un code régissant la vie du peuple. Ce n'est pas un roi, c'est bien un texte qui fait tenir ensemble un peuple. Où qu'il aille, quoi qu'il devienne, le peuple d'Israël subsiste dans et par le texte. La référence pour le peuple, pour son auto-reconnaissance, ne sera pas une oralité aléatoire, au gré des influences extérieures, mais bien un texte qui aura fixé pour toujours la langue de sa souveraineté. Quand bien même il ne la parlerait plus. J'en conclus qu'il n'y a pas de peuple sans écriture. Les Hébreux auront une pleine conscience en toutes lettres du caractère unique de leur avènement comme peuple. Interroge les jours depuis que Dieu a créé l'humanité sur la terre, interroge d'un bout à l'autre, est-il rien arrivé d'aussi grand ? A-t-on rien entendu de pareil ? C'est dans le chapitre 4 du Deutéronome. Mais alors, qu'en est-il de la terre ? Celle promise à Abraham, c'est-à-dire d'un lieu qui leur soit propre, où l'on puisse naître. Un peuple se présente généralement comme autochtone, né d'une terre, même si c'est un mythe. Et c'est toujours un mythe. Mais avec le temps, un peuple, devient autochtone, ayant pris racine. Tant qu'il erre, il n'est pas un peuple, mais une horde nomade. Le peuple d'Israël, quant à lui, est institué sans terre, avec une terre promise, autrement dit une terre dans le texte. Lorsque les tribus campent de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho, ils savent qu'ils vont s'emparer d'une terre qui n'est pas à eux. Moïse, l'homme du texte, une fois mort, le pays de Canaan, une fois conquis, alors je n'entre pas dans les détails, j'ai pas le temps, le passage de l'idéalité de la terre promise, à la réalité est cruel. Et les Israélites se souviendront toujours qu'ils ne seront jamais des autochtones, mais des immigrés. La conquête s'accomplit sous la direction de commissaires du peuple, qu'on appelle les juges. Dans la douleur et la contradiction, un peuple est en train de devenir une nation. Au premier livre de Samuel, chapitre 8, on lit ceci. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent
« Te voilà vieux et tes fils ne te suivent pas. Donne-nous un roi pour nous gouverner comme toutes les nations. » Samuel, juge et prophète, invoque Yahvé, qui lui répond « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Maintenant donc, écoute-les, mais ne manque pas de les avertir de ce qui les attend. » Samuel, sans illusion, oindra Saül comme roi sur Israël et ensuite David, qui fera de Jérusalem sa capitale et organisera un État. Salomon y construira le temple, qui est le lieu où habitera le nom et où sera conservée la loi. Si je récapitule, le peuple d'Israël, le peuple institué par Moïse, ce peuple dispose maintenant d'une terre. Il a un roi pour le diriger, mettre en place un État, autrement dit des institutions politiques et une administration, lever des impôts, des troupes, envoyer des ambassadeurs. Bref, le peuple d'Israël est devenu une nation en abdiquant sa souveraineté. Il est devenu une nation comme toutes les nations, au prix d'une trahison du texte. Il y a antinomie entre le peuple du nom de Yahvé, peuple sans terre sinon promise, qui comporte une intenable dimension d'abstraction et d'idéalité, et la nation qui se précipite dans son destin de poussière, de chair et de sang. En effet, le pouvoir entraîne la lutte pour le pouvoir et l'existence nationale, la guerre pour la puissance. La lutte à mort est à la fois extérieure et intestine. Après la mort de Salomon, le royaume se divise en royaume du Sud, le royaume de Juda, et royaume du Nord, le royaume d'Israël. Entre les 8e et 6e siècles avant Jésus-Christ, ce sera l'agonie et la disparition successivement des deux royaumes. Ce seront exode et déportation. Une nation, l'État hébreu, celui créé par David, disparaît pour ne renaître qu'en 1948 de notre ère, autrement dit, pas loin de 30 siècles plus tard. Mais jamais le peuple en tant que tel ne disparaît. Je vois là une énigme politique que je vous laisse interroger. Une historialité singulière est essentielle pour comprendre le phénomène d'Israël, car son essence ne se réalise pas ni ne subsiste d'abord dans un pays ou une nation, mais dans un peuple tenant par un texte. Le texte dit une terre désirée, temporalisée et finalement messianisée. De l'exil à Babylone et de la ruine du temple va naître ce qu'on appelle le judaïsme, et les Israélites vont devenir des Juifs, le peuple d'un texte. Si l'on n'a jamais rien vu de pareil, c'est qu'un peuple dispersé, qui perd même sa langue, demeure un peuple en tenant au texte qui le fait tenir. L'étude ininterrompue de la Torah et des autres livres de la tradition maintient la fiction du peuple en dehors de toute existence nationale réelle, car le mot est la fiction de la chose. En quoi, dès lors, l'Occident est-il l'inventeur de la nation moderne ? Par la médiation du christianisme, l'Occident est radicalement juif.
j'entends que sa radicalité ou ses racines sont juives. En s'implantant dans la culture gréco-romaine, le christianisme invente un ultra-judaïsme qui duplice, ou comme dirait Rémi Brague, secondarise le judaïsme. Le génie du christianisme tient à cette duplicité entre l'originarité juive et la positivité romaine. L'Empire, en effet, et ensuite les monarchies européennes, commencent par dominer des populations qui vont devenir des peuples, non pas d'abord en référence à une polis, au sens grec, la polis, la cité, ou à une civitas, mais parce qu'au cours du temps, elles seront travaillées de l'intérieur par le texte. Le modèle de peuple inscrit dans l'Écriture, le paradigme historial d'Israël. Un peuple moderne, à l'instar d'Israël, n'est pas d'abord un ensemble de citoyens à la manière antique, mais un corps possédant une unité spirituelle ou téléologique, celle que donne un texte. En cela, un peuple est d'abord un projet et à ce titre une idéalité, même si son destin réel est d'advenir comme nation sur un sol. C'est ainsi que le modèle israélite a inspiré la naissance de la nation américaine, à partir de l'épopée devenue mythe du Mayflower et de la conquête d'un continent. Il a également inspiré la Révolution française et le récit national, suscitant l'avènement en chaîne des nationalismes et pour cela instituant des peuples. Le sionisme, dans la mouvance des nationalismes européens, réalise le redevenir nation d'un peuple qui s'était maintenu en tant que peuple en tenant à un texte. C'est un renversement paradoxal, puisque le sionisme, sous l'impulsion de Theodor Herzl et beaucoup d'autres, adopte le modèle dont il est lui-même à la fois l'origine et la victime. Le paradoxe apparaît d'autant plus tragique que c'est la tentative nazie de destruction du peuple élu, c'est-à-dire du peuple du texte, élu, c'est le peuple du texte, qui a précipité sa renaissance nationale dans un État que l'on appelle tantôt juif, État juif, tantôt hébreu, État hébreu, mais où l'on ne rencontre plus des Israélites, mais des Israéliens. Il n'est pas indifférent de noter que cet État ne possède pas de constitution. La question de la constitution est destinée à rester en suspens, parce qu'en même temps, la Torah ne peut pas instituer Israël en tant qu'État moderne. C'est impossible pour la Torah d'instituer Israël en tant qu'État moderne, comme un autre, comme les autres. Et en même temps, une autre fondation que la Torah serait la négation de son identité originaire. Cette contradiction ne serait-elle pas, à certains égards, inhérente désormais au destin de tous les peuples? Ceux-ci ne peuvent pas à la fois subsister idéalement dans un texte, ce qui leur fait croire qu'ils sont élus, dépositaires d'une mission universelle, et à la fois abdiquer cette idéalité pour exister positivement comme État national particulier, disposant d'un gouvernement exerçant le pouvoir, la souveraineté du peuple, s'aliénant dans une fiction.
Fiction nécessaire, fiction tout de même. La souveraineté du peuple, comme chacun sait, étant une fiction. Je vous remercie.